moi, j'aimerais aller directement. Grand frère Olivier Amand, est-ce que le mot Ablodevi dit quelque chose aux gens du nord du Togo? Quand on parle d'Ablodevi, ça sonne comme quelque chose dans le nord du Togo? En toute sincérité, actuellement, en tout cas, même quand nous étions jeunes à l'école, ça ne dit rien à un homme du Nord quand on parle d'Abloré. D'accord. Aignan. Parce que, vous savez, quand le feu Yadema a pris le pouvoir en 1967, je pense que tous les Togolais le savent, hein, il a mené un combat âpre contre le système Abloré dans le nord du Togo. Donc, Abloré dans le nord représente une catégorie de personnes ou une catégorie de clans que les gens du nord, en tout cas le mot là est rejeté. Ce mot-là est rejeté. C'est comme c'est l'apanage d'un certain clan dans notre pays qui pensent que le Togo leur appartient seul. Voilà la conception que les gens du Nord ont du concept Abloré. C'est pourquoi le mot Abloré n'est pas vulgarisé dans le Nord et les gens ne savent rien de ça. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, commandant. Grand frère Dani Aïda, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci, Céline. Merci une fois encore pour l'invitation et le plaisir d'être avec mes frères, le commandant Olivier Amand et mon frère bien-aimé, Maître Arnaud Agba. Nous nous retrouvons souvent dans d'autres cercles pour échanger sur les affaires du Togo chéri. Et félicitations à vous. Toi-même, tu nommes votre groupe les voilà. Donc, je crois qu'on vous appellerait les Pézudélandais. Donc, aujourd'hui, quand j'ai reçu, déjà hier, les appels de table ronde et aujourd'hui de chef canton, tu sais, le chef canton de Pézudé, quand il te convoque, tu laisses tout et puis tu réponds. Parce que il a su établir avec vous qui l'entourez d'autres une certaine respectabilité. Pour venir à la question, je crois que c'est une question un peu difficile, un peu épineuse, qu'on va essayer de creuser. En gros, ta question revient à nous demander, est-ce que le nord de notre pays, de notre petit territoire-là, a participé activement à la lutte de décolonisation? C'est ça la question en réalité. Parce que... on va arriver à cette étape. Mais... Oui, parce que quand tu dis Abloré, par exemple, c'est de façon générique, c'est comme un concept que une partie de la communauté togolaise a développé en ce moment de façon générique pour caractériser l'indépendance. Et c'est génial, c'est comme un fleuron, on peut diablorer et puis tout le monde est content. Et quand vous écoutez le message de Sylvanus Olympio proclamant l'indépendance, et quand il a prononcé le terme Abloré, je crois que ça a résonné parce que c'est un terme en langue togolaise. Vous voyez, on peut le prendre ainsi. Maintenant, chaque communauté, quand vous fouillez dans l'histoire, quand vous fouillez dans l'histoire ancienne comme récente, il y a des recherches qui continuent sur notre pays où nos compatriotes et même des étrangers font des recherches et publient des documents. Donc, au cours de cette émission, au cours de cette causerie, j'appelle ça ainsi, parce qu'on ne va pas trop se prendre au sérieux, on va causer entre nous Togolais pour voir ce que nous retenons de chaque aspect du pan de notre histoire, ce qu'on nous a appris et ce que des historiens de notre pays continuent aujourd'hui à divulguer, parce que il y a encore des témoins de ce temps, certains continuent à disparaître, mais il y a des recherches qui ont révélé des choses. Et comment tout ça contribue aujourd'hui à édifier l'homme ou la femme du Togo, je crois que ce sont des aspects qui nous préoccupent, parce qu'on est face à de grands défis où c'est difficile de savoir où on veut aller si nous ignorons d'où nous venons. Donc, encore merci pour ce thème que je trouve bien à propos. Et nous allons en parler de long à large. Et je suis content
de partager tout cela avec mes frères Olivier et Arnaud. Merci beaucoup, Fefe. Merci beaucoup. Grand frère, maître Agba, Bidonia de la Sopia, s'il vous plaît. Oui, j'ai beaucoup à dire, Esseni. Merci beaucoup pour cette question J'ai parce bien que peur que personnellement, vous mettez tout je en suis fait du en même Sud. temps. Non, en fait, si on considère la culture togolaise ou alors les cultures togolaises, si on peut aller plus loin, je suis considéré comme du Sud, mais je suis né à Sokodé, où j'ai grandi d'ailleurs, et passant des vacances à Lomé, donc j'ai eu cette chance-là de brasser les deux niveaux culturels. Et personnellement, quand j'ai grandi, quand on parlait d'Ablodé, jusqu'aux années 90, parce que le 5 octobre 90, c'était un vendredi, je me rappelle encore, et pour moi, c'était un tournant dans l'histoire. Parce que avant cela, quand on parlait d'Ablodé, on voyait ça négativement. Et j'estime que c'est une question d'ancrage dans le passé, parce que l'information n'a pas été bien divulguée. Auparavant, on parlait de Ablodé, et quand on parlait d'Ablodé, on parlait de Ablodé Sodia. Donc, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de tyrannie derrière, qu'on avait une sorte de rouleau compresseur contre le Togolais et qui ne se reconnaît pas dans une politique considérée comme rétrograde et réductrice, celle de Sylvanus Olympio. Sauf que ce n'était pas le cas, dans la mesure où, au moment où en 63 et en 67, l'armée est arrivée au pouvoir, on a essayé de dénaturer l'histoire togolaise. Du coup, les gens du Nord n'ont pas compris vraiment le sens d'Ablodé. Et là, à partir du 5 octobre 90, c'est là où les gens ont commencé à s'intéresser un temps soit peu à l'histoire, la vraie histoire du Togo. Et les gens comprendront en ce moment-là que quand on parle d'Ablodé, c'est une question de liberté. Et d'ailleurs, même, je me rappelle qu'à Sokodé, on parlait d'Ablodé et les gens répondent d'Ablodé, Gbadja, Gbadja. Donc, en répondant, et ils ont ajouté Kezenbidi, Amayei, une manière de dire que ils ont aussi leur manière de présenter ce qui constitue une locution du Sud. Donc, c'est dire que c'est une question d'information qui était mal passée, une question d'endoctrinement, et aussi le fait que quand on parle d'Ablodé Sodia avec une partie de l'histoire qui a été savamment occultée. Et là, d'ailleurs, même j'en veux un peu aux historiens togolais parce que j'estime que le travail de fond n'a pas été effectué. Bon, nous aurons l'occasion d'en débattre là, ou d'en discuter du moins, et je pense que nous aurons l'occasion de débrouiller tout ce qui semble occulte dans cette histoire. Parce qu'il y a beaucoup à dire, malheureusement ou alors heureusement. Merci beaucoup, grand maître. Vous voyez, je savais que grand maître, c'est-à-dire, je savais. Genre, si on fait pas attention, en une phrase, le grand maître va faire toute l'émission. Mais tellement il est avisé sur toutes les questions, tout le sujet. Donc, Miato, je voulais souhaiter bonne arrivée aux invités et on va rentrer très vite dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Allez-y, les présidents, des chefs cantons. Coucou, chef canton, sinon t'apprends. Ouais, j'aimerais vraiment remercier tous nos grands frères. Et excusez-moi pour ma voix, j'ai pris une grippe, mais je ne pouvais pas rater ce live parce que je tiens vraiment à participer, à être là, à apprendre, à vous écouter, nos grands frères, parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Je crois que la fin de l'apprentissage, c'est au tombeau. Donc, aussi longtemps qu'on est vivant, qu'on apprenne, c'est bien d'approcher les grands frères qui s'y connaissent dans différentes matières pour qu'on puisse apprendre. Et je suis vraiment honorée de pouvoir parler à des grands frères comme Dani Aïda, le commandant Ama, le grand frère Kwasi, Agba, Maître Agba. Et vraiment, vous nous faites honneur au canton de Pézindé. Pour moi, je suis du Nord. Pour être honnête, je sais qu'il y a eu les martyrs de Pia, je sais qu'il y a eu les trucs, mais vous savez, l'école au Togo, on a vraiment raté l'éducation. On nous a appris ce qu'on voulait qu'on apprenne. On nous a présenté ce qui arrangeait un certain groupe de personnes. Donc, quand nous apprenait l'indépendance du Togo, on a eu l'impression comme si c'était juste le Sud qui s'est battu et tout. C'est avec le temps, quand on a grandi, on a commencé à faire les recherches nous-mêmes, on a compris qu'au fait, c'était une question de tout le Togo.
nous, les gens du Nord, on s'est sentis un peu écartés parce que c'était comme si c'était une question du Sud alors que c'était tout le Togo. Donc, c'est bien qu'on ramène ces sujets pour éclairer la population, pour qu'ils comprennent que quand il y a un problème, et quand il y a un problème au Togo, c'est tous les Togolais qui sont affectés et c'est tous les Togolais qui doivent se lever pour apporter leur pierre à l'édifice, comme ils l'ont fait dans le passé. Merci d'avoir. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Dada. Et merci, hein, merci d'avoir regroupé tous nos grands frères. Merci ici, vraiment, merci beaucoup pour tout ton travail. Donc, mes idées là, Tabron. Que Dieu te bénisse. Togo Prol, bienvenue vite fait à nos grands frères et puis on démarre l'émission de. Merci à toi, Esseni. Merci aux grands frères d'être présents ici aujourd'hui pour nous édifier ici l'histoire du Togo. Maître Kwasigan l'a dit tout à l'heure, la vraie histoire du Togo a été occultée au lieu d'être auscultée. Je pense que c'est l'occasion aussi pour nous d'apprendre suffisamment du commandant, du grand frère Dani Aïda et encore de mon cher maître Agbar. Donc merci à toi, Eteni, merci à toute l'équipe pour cette belle thématique posée. Merci pour tout le protocole, merci pour toute ta présence et tout ton travail. Donc, président là tous les jours. Voilà, merci beaucoup. Chef Canton, t'es là? Non, il n'est pas là. Bon, ok, nous allons démarrer. Hein. Maître Agba, grand frère Dani Aïda, commandant Olivier Amand, j'ai préparé un questionnaire pour vous et je pense qu'on va essayer de dérouler cela afin que on ne rate aucune partie de tout ce qui nous semble très important à comprendre avant que ce live ne prenne fin, pardon. Donc, pour commencer, y avait-il des nationalistes dans le Nord? Et quand je parle de nationalistes, je ne parle pas forcément des gens d'unité, du culte. Mais est-ce que il y avait en gros des nationalistes dans le Nord du Togo? Je vais commencer avec le commandant, s'il vous plaît. Oui, Madame Esseni, merci pour la question. En tout cas, pour votre gouvernement, ma soigne au niveau de mes diplômes, so d'arriver à Messia Meba. Bon, au niveau de l'armée, j'ai le diplôme un diplôme en maintien d'ordre, diplôme de haut niveau en maintien d'ordre, et je suis titulaire d'un diplôme d'état-major qui peut s'apparenter au Master 2 au sein de l'armée. Voilà. Quand tu es titulaire du CID, de l'école de guerre, c'est ça qu'on appelle le CID, là on peut considérer que c'est niveau doctorat au niveau de l'armée. Voilà. Donc, bravo, commandant. Ok, super. Ok. Donc, y avait-il des nationalistes dans le Nord? Bien sûr. Le Nord était truffé de nationalistes. Okay. Ce que je peux dire, c'est l'arrivée au pouvoir du général Eyadema. Vous savez, comme il avait revendiqué la mort du premier président, donc il avait toute cette force de combattre le système Abloré dans le Nord. Avant Eyadema, Abloré, même si les gens du Nord ne comprenaient pas le mot Abloré, ça se prononçait. Mais quand il est arrivé, il a démarré un combat contre ce système, donc tout le monde s'abstenait. Alors, si bien que les jeunes qui sont nés après 67, dans les années 70 jusqu'en 80, n'ont aucune notion d'Abloré. C'est à partir de 90 que ce système, le mot est revenu, et bon, les jeunes l'ont rejeté, quoi. Parce que ils ont une autre idée de ce mot Abloré. Donc, il y avait plein de nationalistes dans le Nord. Même chez moi, à Pia, le canton de Pia était vraiment un canton de nationalistes, jusqu'à Kouméa. Voilà. Et à Kara, il y en avait. Et quand vous allez à Mango, à Dapaon, il y en avait plein.
Même aujourd'hui, je peux même dire que le grand-père ou l'arrière, oui, le grand-père de Farida, par exemple, à Bassar, c'est lui qui collectait les fonds et marchait jusqu'à Blita, prendre le train pour descendre à Lomé avec la contribution de la région de Bassar. Bon, quant aux nationalistes de Kara, ils utilisaient le vélo. Ils pédalaient de Kara jusqu'à Blita. Ils faisaient monter les vélos dans le train et continuaient. Et puis, il y avait d'autres personnes, la jeunesse truffée d'agents de renseignement qui donnaient des informations à la portion centrale à Lomé, c'est-à-dire Olympio, qui est le leader de tout ce monde-là. Donc, le Nord était bel et bien truffé de nationalistes. Merci. Merci beaucoup, c'est clair. Grand frère Dani Aïdania, Sonia avec Penamia. Esseni, merci. Je crois que question elle est claire là. C'est-à-dire, on est bien nationaliste au nord vaillement. Voilà. Et j'entends pas nationalistes ceux qui sont attachés au pays et qui, dans les actions, ont contribué à la libération, à l'indépendance. Exactement. Voilà. Et je crois qu'il faut préciser une chose. Pendant longtemps, on a célébré ceux qui ont gagné les élections de 56 et de 58, qui ont conduit après à l'indépendance proclamée en 60. Et c'est la coalition Cuit-Juvanto qui avait gagné cette élection-là. Face à d'autres partis comme le PTP, comme l'UCPN et autres, qui étaient plutôt considérés comme des partis pro-administration coloniale. Donc, quand on célèbre l'indépendance, on peut considérer que pendant longtemps, on a privilégié la version des vainqueurs. Ben, au fait, quand vous prenez le PTP et l'UCPN, c'était pas des gens a priori qui étaient opposés à l'indépendance du Togo, mais ils allaient dans au rythme de ce que le colon de la France, qui à partir de 46 a commencé à vouloir par endroit organiser l'assimilation ou bien faire en sorte au PTP, c'est bien le parti progressiste, pour que ça soit clair pour tout le monde. Exact, de Voilà, Brzezinski. PTP à progrès, Towelo, pour que ça soit clair pour tout le monde. Okay. Voilà. Donc, et puis, c'est la petite histoire. Moi, je suis du sud du Togo, je suis dans Zahoum, à 50 km de Lomé. Mais je peux te dire que mon grand-père, à l'époque, était le représentant du culte dans cette localité. Il était très fier c'est dans notre cour que les réunions s'organisaient, pendant que ma grand-mère, sa femme, était très fière d'appartenir au progrès. Vous voyez? C'est ça la tendance de cette période-là. Là, je parle d'une dynamique familiale au sud du Togo. Maintenant, quand vous voulez transposer ça au niveau national, vous voyez les dynamiques qui existent. Donc, il y a des événements que des historiens togolais et étrangers ont retenus qui nous démontrent que dans les localités comme Tchamba, Dapaon, Sokodé et autres, il y a eu des événements majeurs de nationalistes qui ont organisé par endroit des actions de désobéissance civile, ou bien qui se sont battus, et des populations qui ont été traquées par le colon. Et tout ce monde-là se battait pour la libération du pays. Maintenant, il y a eu un événement ponctuel, élection en 58. Qui a gagné cette élection? Ben, c'est le culte. C'est eux qui étaient catalogués nationalistes. Vous voyez? Donc, si c'était les autres qui avaient gagné cette élection et qui voulaient se séparer de la France à un certain rythme différent du rythme que les autres disaient, on allait aujourd'hui, c'est leur version peut-être qui allait triompher. Donc, je crois que nous, Togolais, qui aimons notre pays aujourd'hui, on va pas passer tout ça là par pète et profit pour dire, voilà, parce que ceux-là ont gagné les élections, c'est eux seuls qui ont raison, donc la nationalité, c'est eux, les ablorévis, c'est pour eux seulement. Si on fait ça, ben, ce serait faire tort à ma grand-mère, qui à l'époque était fière d'appartenir au progrès et qui le faisait bien. Justement, grand frère Voilà. Dani Aïda, j'aimerais bien comprendre ce côté. Donc, si je comprends bien, il faudrait qu'on prenne les progressistes comme des nationalistes qui ont essayé à leur façon, à leur manière de voir les choses, de sortir le Togo de ce que vous savez. Devons-nous le prendre comme ça? Ou est-ce que Voilà. c'est comme ça on devrait le prendre?
Voilà, merci. Pour parler, vous savez, heureusement, il n'y a pas que le Togo comme État qui était confronté à ça. Il y a beaucoup d'autres États africains dans l'époque, colonisés ou bien sous tutelle de la France. Général de Gaulle, parlant de lui, qui a fait le tour des capitales de ces colonies africaines, qui a été à Brazzaville, qui a été à Conakry et autres, qui a demandé, écoutez, si vous voulez l'indépendance immédiate, vous pouvez l'obtenir avec ses conséquences. Si vous voulez obtenir l'indépendance selon le rythme de la France, venez avec nous, graduellement, on vous donnera la liberté. Et à Conakry, on sait ce que Sékou Touré a dit, etc., etc. Olympio était de ceux-là qui voulaient l'indépendance immédiate. Et quand les élections étaient organisées sous le contrôle de la SDN, Société des Nations, donc qui est l'ancêtre des Nations Unies, ce groupe-là d'indépendantistes, de nationalistes, a gagné cette élection. Vous voyez, ça c'est héroïque, c'est à notre honneur en tant que Togolais. Vous voyez, donc il y a des pays où, comme en Côte d'Ivoire à l'époque avec Houphouët-Boigny, qui ont plutôt fait ce que le PTP a fait au Togo. Mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, Houphouët et autres avaient eu, c'est eux qui ont gagné les élections. Donc Houphouët était devenu le héros et qui a dirigé le Côte d'Ivoire pendant des décennies avant de mourir. Donc je crois que si on considère les choses dans ces proportions-là, on ne va pas juste couper la poire en disant il y avait des nationalistes et des non-nationalistes. Non, les nationalistes qui ont gagné les élections n'ont pas gagné contre des non-nationalistes, ils ont gagné contre des gens qui prônaient une autre vision de la libération nationale. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui. Maître Agba, bien Sonia avec Benamia. Yo, Maître Agba, merci beaucoup. vous êtes là? Ah oui, ok, pardon. Euh, merci beaucoup à Dani. Parce que ça met du temps avant d'arriver chez nous. Vous m'entendez? Oui, là c'est bon, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, maître. Là, c'est bon? Vous m'entendez? D'accord. C'est bon. Nous, on Je vous disais entend. que je remercie Dani Aïda d'avoir interpellé sur la vraie nature du Parti togolais du progrès. Oui, je vous entends. Là, c'est bon? C'est bon. Oh, j'ai comme l'impression qu'il y a. Tabrand, allô, C'est bon ou pas? J'ai comme l'impression qu'il y a un retard. Je pense qu'il y a un retard par rapport à... Oh. Pour cela que j'ai demandé à Arnaud de revenir en Afrique. La connexion n'est pas bonne en France. Maître Et Agba, puis, vous êtes là? quand nous passons, moi, je peux lire les questions qui sont dans les commentaires. Si quelqu'un peut répondre rapidement, la personne peut prendre. Il y a un frère qui s'appelle Fabtech qui demande c'est quoi le nationalisme? Bon, d'abord, moi, je veux régler le problème de Maître Agba parce que je ne sais pas s'il nous entend. Vous êtes là, Maître? Là, c'est bon. Ah, là, c'est bon. Non, oui, je suis là. Vous m'entendez? allez-y, alors, c'est bon. Ok. Pardon, Tabrand, Ok, ça pardon. marche. Alors, vous m'excusez pour ce désagrément. Et donc, je disais que je remercie le grand frère Dani Aïda d'avoir interpellé sur la vraie nature du Parti togolais du progrès. Parce que, déjà, il faut resituer les choses dans l'histoire. Le Parti togolais du progrès a été créé sous l'impulsion de 3 personnes. Il y avait Nicolas Gruniski, Pedro Olympio et Derman Aeva. C'était comme ça. Donc, Derman Aeva, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est le père de Zarif Aeva, qui est décédé il y a quelques semaines de cela. Alors, ce n'étaient pas des gens qui étaient réfractaires à l'idée d'indépendance. Seulement, ils avaient un rythme qui consistait à dire que nous n'étions pas assez mûrs pour accéder à l'indépendance immédiatement. Alors que le CUT et le Juvento disaient qu'il fallait accéder à cette indépendance immédiatement. Cela voudra dire que la loi Gaston Defferre, il l'a foulée au pied. Maintenant, il y a une autre parenthèse avant d'en venir à la question principale. Dani Aïda a évoqué la question de la Côte d'Ivoire. Effectivement, la Côte d'Ivoire, avec Houphouët-Boigny, c'était des progressistes, c'était l'équivalent. Mais il y a une histoire qui est tronquée concernant Sékou Touré. Je pense que nous aurons l'occasion, peut-être une autre fois, de revenir là-dessus, parce qu'on attribue une certaine valeur à Sékou Touré qui n'en était pas une. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Maintenant, pour revenir à la question principale, qui consiste à savoir s'il y avait des nationalistes au nord, je dirais sans embâche et sans risque d'être démenti que oui. D'ailleurs, même je vais vous donner quelques noms.
Déjà, en allant vers le nord, si on commence par Sokodé. Sokodé, c'était le fief des personnes comme Djibril Ouréa, déjà en 1947, quand on avait l'Assemblée territoriale togolaise, qui était plutôt en majorité d'indépendantistes. Djibril Ouréa, il y avait Mama Aruna qui était là, qui était du culte aussi, hein? Donc c'était des gens du culte. Et quand on va en pays Kabyé, jusqu'à Pagouda, il y avait Zachary Louki. Zachary Louki, qui était le père de Silver Louki, qui avait fait chemin avec Djobo Boukari, Issa Abdouraouf Touré, qui est encore présent, hein, qui est encore présent aujourd'hui. Et donc, tous ceux-là qui ont fait route ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait des nationalistes. Maintenant, en pays Bassar, tout à l'heure, on vous a parlé du grand-père de Farida Nabourema. Il y avait aussi le vieux Binkani, qui entre-temps s'était réfugié vers 93 à Sokodé et qui avait subi les affres de Tchassama Issa. Quand je parle de Tchassama Issa, le commandant Olivier Ama doit le connaître puisque c'était un gendarme aussi qui est décédé dans des circonstances un peu troubles. C'est dire que on avait des nationalistes. Donc, on ne peut pas réduire le mot nationaliste ou indépendantiste aux seules personnes qui étaient du culte ou à tout le moins aussi du Juvento. Les progressistes aussi voulaient l'indépendance. Maintenant, ils avaient une autre manière de la vouloir qui n'était pas celle qui était partagée par tout le monde. Il fallait aller vers l'indépendance, mais à quel rythme? Est-ce qu'il fallait mûrir encore la situation? Oui ou non? C'était cela. Et pour finir ma petite intervention sur ce point, les événements sur lesquels nous aurons sans doute l'occasion de revenir tout à l'heure sont les événements, par exemple, de Piaodo, avec les martyrs, le 21 juin 57. Lors du jour du marché, quand on avait arrêté une personne du nom de Moupé, et que de là, les personnes s'étaient rebellées, qu'il y a eu des morts, il y a une vingtaine, sachant qu'à la veille, il y avait aussi des événements à Mango, où il y avait eu un mort. Donc, c'est dire qu'il y a des gens qui ont donné jusqu'à leur sang. Et si on remonte encore dans le nord, un peu plus loin, on a eu Monsieur Diagba, on a eu Martin Sankareja, qui a été entre-temps d'ailleurs après 58 dans le premier gouvernement, en tant que ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup à dire. Et c'est là d'ailleurs que je tire à boulet rouge sur nos historiens qui sont restés bouche cousue, sans avoir dit vraiment ce que c'est que la vraie histoire du Togo. Bien évidemment, les militaires, les soudards sont venus, ils ont repris tout en main et l'histoire a été occultée. J'espère, et j'espère vraiment que nous prendrons le taureau par les cornes et que nous aurons l'occasion, avant que tous ceux-là ne meurent, les seuls survivants, de rétablir ou de restituer l'histoire togolaise. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Merci beaucoup, grand-maître. Donc, du coup, il faudrait clairement le dire que le terme nationaliste est très mal utilisé, si on peut le dire comme ça. Moi, jusque-là, je viens d'apprendre énormément de choses parce que moi, pour moi, un nationaliste, c'est vraiment quelqu'un qui voulait l'indépendance du Togo. Ah Non, bon, Esseni, oui, Esseni, sur ce point, d'ailleurs, je vais ajouter un point. oui. Quand on parle des élections de 58, ben, il y avait 46 postes de députés à pourvoir. Le CUT avait 29. Le reste avait 17. Les 17 là, ça ne veut pas dire qu'ils ne voulaient pas l'indépendance. Il y avait 12 de la région maritime parmi les 29 là. Il y avait 9 de la région des plateaux, mais il y avait 8 qui étaient du nord, pour Mhm. tout dire. Alors, d'où commence le nord, où finit le nord? C'est la question aussi qui se pose. Il faut s'interroger. Il y a autant d'éléments, en fait. Et parmi les 17 restants, vous pensez qu'ils ne voulaient pas l'indépendance? À un moment Bon, donné, je d'une pense manière que... assez différente de la manière dont la majorité le voulait. Eux, ils supposaient que c'était le colon qui devait nous amener vers l'indépendance parce qu'on n'était pas capable de diriger nous-mêmes ce pays à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est quand on fait le feedback avec tout ce que nous avons eu comme marche jusqu'ici, est-ce qu'on était assez mûrs? Je pense peut-être oui avec Sylvanus Olympio. Il savait où il allait. Mais est-ce que ceux-là qui sont venus après savaient où est-ce qu'il fallait aller? On n'en sait rien. On n'en sait rien. La preuve en est que nous sommes en train de patauger. Très bien. Merci beaucoup, maître. Est-ce qu'il y a des questions, les Pézindelandais? Avant que je retourne à l'autre question, s'il vous plaît. Et d'abord, en ce qui concerne les questions qui sont posées dans les commentaires, bon, je pense qu'on va les garder pour la fin, histoire de ne pas perdre le fil de notre questionnaire à nous. Donc, allez-y, si vous avez des questions avant qu'on ne continue.
Non, pour moi, ça va. Ok. Je suis... C'est bon, chef canton, pas de questions? Togo Prol. Non, grand sœur, vraiment merci beaucoup et merci aux grands frères qui sont présents ici. Moi, je suis à l'école, donc je considère que je n'ai rien à dire. On est tous à l'école, chef canton. Alors, One Love. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci vraiment aux invités. Et c'est vraiment l'honneur de vous avoir ici. Moi aussi, je suis à l'écoute. Très intéressant et ça nous éduque beaucoup. Donc, j'ai pas de questions pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Voilà. Moi, j'aimerais poser cette question. Je crois que je vais poser cette question directement au grand frère Dani Aïda. Est-ce que l'idéologie de Sylvanus Olympio, je suppose que cette idéologie est représentée dans l'entité qu'on peut appeler unité culte. Est-ce que cette idéologie était épousée dans le Septentrion? Est-ce que Sylvanus Olympio était un homme politique apprécié de par sa manière de voir les choses? Et Sylvanus Olympio était un leader de son temps. Et à l'échelle de l'Afrique, on le comparerait, avec beaucoup de modestie, j'évoquerais Julius Nyerere, j'évoquerais aussi Modibo Keïta. Là, je parle du Mali. Julius Nyerere, c'est la Tanzanie, ou dans une certaine mesure à Kwame Nkrumah, parce qu'ils allaient tous dans la même direction à l'époque. Sylvanus Olympio est celui-là qui, en tant que leader du culte, voulait l'indépendance immédiate en disant « Nous sommes prêts à assurer la destinée de notre pays. » Vous voyez? Et en 56, quand le culte et la Juventus ont gagné les élections de 56, les nationalistes ont rejeté la République autonome que le général de Gaulle a proposée au sein de l'Union française en demandant l'indépendance immédiate. Maintenant, qui est Sylvanus Olympio? Ben, c'est un Togolais né d'un père du Sud et d'une mère du Nord. D'une mère venant de Dapan, d'une mère venant des savanes, de la région des savanes actuelles. Corbon de quoi, non? Voilà, dans la culture de cette région-là, c'est une culture matrilinéaire. Donc, au même titre qu'il y a des gens du sud du Togo qui peuvent revendiquer Olympio Sylvanus comme étant de leur communauté, mais des communautés des savanes togolaises sont légitimement fondées de revendiquer leur fils. À ce titre, je dirais que les compagnons d'Olympio se comptent dans toutes les localités du Togo à l'époque. Notre territoire de cette période jusqu'à aujourd'hui, le Togo n'a pas grandi, le territoire n'a pas été agrandi, au contraire, vous savez. On sait Olympio qui a beaucoup, à ce moment, il s'est aligné sur la tendance de l'Eveland, par exemple, qui est aussi un mouvement de lutte pour l'indépendance avec ère culturelle et géographique, ces zones-là où on parle élevé la langue dominante. Donc, je crois que Olympio, de ce point de vue, en tant que chantre de l'autonomie et de l'indépendance, a été celui qui a caractérisé, disons, l'avancement rapide du Togo vers l'indépendance. Maintenant, la victoire électorale des partis nationalistes Kut et Juvento, avec Sylvanus qui était nommé Premier ministre, et que cela a accéléré le processus vers la souveraineté. Tu vois? Donc, évidemment, quand il a pris le flambeau à partir de 56 puis 58, et tout cela très tôt, je peux dire, c'est juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'il a émergé, qu'il a commencé donc à s'imposer comme un acteur de premier plan, et en face de lui, il y a les progressistes, ceux qui voulaient les progressistes d'un côté, les nationalistes de l'autre. Mais tout ce monde-là attaché au devenir du Togo. Donc, je crois que de ce point de vue, Olympio, on peut reconnaître que c'est un leader qui était assez visionnaire, qui voulait l'indépendance intégrale, qui voulait un territoire, un pays, une nation à part entière, qui traite à part égale, d'égal à égal avec d'autres nations dans le monde,
Il était en contact avec les États-Unis et il était assez proche de JFK. Comment ça s'appelle déjà, Kennedy, président Kennedy à l'époque. Donc, vous voyez, tout cela démontre la qualité des capacités de l'homme. Et la majorité des Togolais, vous voyez, déjà en 56 et en 58, les Togolais votaient mieux qu'ils ont voté sous le régime Gnassingbé. Parce qu'à l'époque, même sous la contrainte du colon, les Togolais ont voté, leurs voix ont été comptées et on leur a donné l'indépendance. Excuse-moi d'extrapoler ainsi. C'est-à-dire que nos grands-pères maîtrisaient, connaissaient, vivaient mieux la démocratie que celle à laquelle nous autres on aspire ou on se bat aujourd'hui. Et à l'époque, des gens de l'UCPN, donc l'Union des chefs de population du Nord, que l'administration coloniale a instrumentalisé. Et le PTP qui était modéré. Parce que Gruniski face à Olympio, voilà un autre leader qui dit oui, nous on veut aussi que le pays soit libéré de la domination coloniale, mais nous voulons que ça ait un rythme où nous ne perdons rien, où l'administration coloniale nous laisse tout ce qu'il a construit, où nous ne sommes pas redevables de ce nombre de choses. Mais Olympia a dit, écoutez, vous nous avez colonisés, vous aviez tort de nous coloniser, nous sommes capables de prendre notre destin à main, de diriger notre pays, quitter, nous pouvons battre monnaie, nous pouvons gérer notre pays. C'est comme cela que les choses sont passées. Et ça, tout cela qui justifie que jusqu'en 63, le Togo a montré une trajectoire en termes d'autonomie d'État autonome, en voie de modernisation, ce que, comparé quand même à d'autres pays à l'époque, comme le Dahomey, comparé à d'autres pays comme la Guinée, ou encore comme le Congo-Brazzaville, le Togo est un pays qui, à l'époque, était plus viable comme un pays qui pouvait se moderniser. Parce qu'Olympio était un homme assez éduqué, bien formé, qui a fait les meilleures universités de l'époque. Donc, de ce point de vue... Par là, voilà. on peut dire que dans le Nord, Olympio était un homme vraiment apprécié. Bon, ce qu'on peut dire, écoutez, je crois que du côté, si on pose cette question aux gens du Nord et autres des savanes, je crois qu'ils l'ont pas renié, sauf qu'il était plus populaire dans la partie sud du pays où son parti, CUT, a eu plus de voix aux élections de 58. D'accord. Commandant Olivier Amand? Oui, je suis là. Est-ce que non, mais toi, à l'époque, Olympio Benyare et Dina Nonyeria, Okbone be eye jateva wodwa be surtout avec une nationaliste. Est-ce qu'il voyait en Olympio cette personne-là, cet homme-là, ce politicien idéal pour permettre au Togo d'avancer, de faire un bond économiquement parlant, de se libérer du joug du colon? Oui, Madame Esseni. Le premier président du Togo était très populaire dans le Nord. Vous savez, à un certain moment, je pense dans les années entre 50 et 58, il y avait un seul nom qui résonnait dans le nord du Togo. C'était le nom de Sylvanus Olympio. Et il avait des partisans partout dans le nord, dans toutes les préfectures pratiquement. Si vous prenez le nom de Luki par exemple, Antoine Boudjouna, Benoît Palanga, le chef supérieur même des Kabyais à l'époque, Palanga était un ami d'Olympio. C'est pas seulement un ami sur le plan politique, mais un ami d'Olympio. Ok. Et en ce moment, même les gens du Nord savaient que la maman d'Olympio venait de Korbongo, de Dapaon. Donc, naturellement, ils l'ont considéré comme un neveu et c'est ce qui a suscité davantage sa popularité dans le nord du Togo. Vous prenez par exemple les Sankariga, les Namuro Karamoko, les chefs d'Obli, les Djobo Boukari, Laurent Diagba, et tout ce monde-là. Et quand on les cite, comme ils sont nombreux, cela montre que ce président était vraiment
était vraiment populaire dans le Nord. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, au fil des années, le colon a réussi à implanter un système pour désorienter les fils du septentrion par rapport à l'idéologie d'Olympio, parce que Olympio voulait l'indépendance immédiate. Voilà. Donc, pour conclure, Monsieur Olympio, l'ancien président Olympio, était pratiquement très populaire dans le Nord. Merci. Vous avez abordé tout à l'heure justement la question qui va suivre. Je vais donner la parole au grand maître Agba, mais vous avez abordé tout à l'heure la question là et on l'a prévu. On aimerait savoir quels ont été les grands foyers de résistance, si on peut les appeler comme ça, hein, ceux qui résistaient au nom. Parce que bon, maintenant la question, c'est clair, il n'y a pas eu des Ablorevie dans le Nord. Mais ceux qui résistaient au nom de l'unité, au nom des cultes, quels sont ces grands foyers? Mais en attendant qu'on aborde cela, Maître Agba, vous avez quelque chose à rajouter? Olympio dans le Nord. Oui, c'est vrai que c'est un peu délicat souvent de passer après ces grandes sommités, donc j'ai nommé Dani Aïda et Olivier Amma, mais j'aurais quand même une touche à apporter. Le culte était présent dans le Nord. Dire le contraire, c'est se mentir à soi-même. Et j'en veux pour preuve que quand Sylvanus Olympio faisait ses tournées en allant vers le Nord, il avait des amis. Ça, c'est le premier point. Et les gens de Dapaon, il est considéré comme ses oncles. Dani Aïda a eu à le dire, en fait, que c'est matriarcal. Quand on va, parce que ce sont des peuples ici, la plupart des peuples sont d'origine Gouroussi dans le nord, en fait, du Togo. Ça, c'est un autre point. Un autre point qu'il ne faut pas occulter, c'est le fait que, tout à l'heure, quand on a cité des nationalistes, en fait, déjà, j'ai eu quelques noms. Il y a Antoine Boudjouna, il ne faut pas l'oublier, le père de Pascal Boudjouna, qui était d'ailleurs chef de circonscription dans le Cloto au moment où Sylvanus était décédé. Et c'était le seul, je dis le seul, parmi les plus proches de Sylvanus Olympio, à avoir appelé à descendre dans la rue et défendre plutôt l'honneur de Sylvanus Olympio, à l'exclusion de toute autre personne. C'est vrai qu'il y a eu quelques groupuscules à Lomé, mais c'était le seul qui s'était fait marquer. Donc, c'est dire que vraiment, il y avait des nationalistes dans le Nord et plus précisément des gens du culte. J'ai eu à vous citer déjà dès 1947, avec l'Assemblée territoriale togolaise, je vous ai cité le nom de Djibril Ouria à Sokodé, je vous ai cité le nom de Maman Runa aussi à Sokodé, par exemple, c'était des gens du culte. Donc là, je raisonne à 11 ans avant que le vote de 58 ait lieu. Ça, c'est un autre point. Un autre point à ne pas négliger, c'est le fait que, au moment où il y a eu les votes et que le culte devait l'emporter en 58, mais Derman Naeva et Maman Fousséni ont été battus à plate couture. L'un à Sokodé, donc chef de l'UCPN, dont je parle de Derman Naeva, et l'autre qui s'était présenté à Bafilo, donc Maman Fousséni, avec l'étiquette de l'éléphant. Mais on disait que c'était le blanc, le bulletin était le blanc. Il fallait voter le blanc. Blanc, cela voudra dire pour l'indépendance et non pas l'autonomie. Et c'est ça qui a gagné. Donc, c'est dire que le culte était implanté. Et je dois vous dire que Sylvanus Olympio était en avance par rapport à son temps, par rapport à son époque. C'était l'une des rares personnes qu'il faut mettre plutôt dans le sillage des personnes comme Nkrumah, qui avait gagné ses élections en 57 pour devenir Premier ministre d'abord au Ghana avant de devenir ensuite président quelques années après. Julius Kambarage Nyerere de l'autre côté en Tanzanie, ainsi de suite, sont des grandes personnalités comme ça. C'était lui, Sylvanus Olympio, qui avait pensé que l'indépendance c'est bien, mais il faut battre monnaie. Cela voudra dire que l'activité régalienne, qui est celle des finances, devrait être plutôt un poumon de l'indépendance. Par contre, et là, ça a été son péché mignon, l'armée, qui relève aussi des activités régaliennes, il l'a mise de côté parce qu'il estimait que le Togo n'avait pas d'ennemis
Il y avait quelques 1500 personnes qui protégeaient. Il fallait s'en tenir à cela. Je pense qu'il y avait que 300 gendarmes d'ailleurs à l'époque. Il fallait s'en tenir à cela et que ça suffisait. Pour lui, c'était l'économie avant tout. L'armée et consorts, ça pourrait venir après. Je vais dire la défense. Plutôt l'intérieur. Ça s'arrête là. Et c'était son erreur. Parce que il était animé par une certaine candeur qui lui faisait croire que le Togolais était mu par cette idée de prospérité, cette idée d'avancée économique et que le Togolais était prêt à avancer. Je pense que si on avait eu beaucoup de personnes de son acabit, nous aurions avancé comme il faut. Et aujourd'hui, nous serions très très loin. Sauf que malheureusement, même au sein même du culte, et je ne l'occulte pas, hein, il y a eu des erreurs aussi au sein du culte. Quand on parle de Sylvanus Olympio, il faut que nous ayons aussi le courage un jour de nous dire la vérité, comme quoi lui aussi il a commis des erreurs. C'est une évidence. Mais ceci étant, puisque toute œuvre humaine est perfectible, je pense que s'il faut mettre le passif et l'actif, il a plus de choses à son actif. Maître, sur le coup, je vous coupe pas la parole, excusez-moi. Exemple d'erreur. Exemple d'erreur. Alors, exemple d'erreur, déjà, je vais remonter à la création du culte. Vous savez que le culte a été créé par Jean-Luc Montagnier d'abord. C'était une association qui devait regrouper des notables, donc les premiers intellectuels. C'était en 1936. Et c'est après que Sylvanus Olympio, qui a été secrétaire général de cette association, c'était une association à la base, a eu l'ingénieuse idée de transformer le culte en parti politique. Mais il faut le dire, à la base, le culte était plutôt animé par l'idée de mettre en avant l'esprit éveillé. Plutôt l'unification des éveils. Est-ce qu'il y a des preuves par rapport à cela? Parce que nous, on entend toujours des gens dire que Olympio voulait faire du Togo une confrérie éveillée. Et donc là, vous êtes en train de le dire, de le confirmer. Mais qu'est-ce qui a mené à dire cela? Y a-t-il des preuves? Y a-t-il eu des actions qui ont amené des gens à affirmer cela? Je vais rectifier un petit point parce que je crains de me faire mal comprendre là-dessus. En fait, c'était une phase de la lutte avec le culte à la base. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans ce sens d'abord, mais quelques temps juste après, ils ont été animés plutôt par la fibre nationaliste qui consiste dans l'indépendance du Togo. Donc, c'est dire que l'événement dont on parle, c'est un fait, c'est une réalité, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était plutôt un fait dans le temps qui est bien antérieur aux idées de lutte pour l'indépendance du Togo. Donc, on ne peut pas résumer la lutte de Sylvanus Olympio à la suprématie ou alors au rayonnement de l'événement. Ça a été un fait qui était rattaché à un moment donné. Mais ensuite, tout de suite, il est passé à autre chose. Sylvanus Olympio, c'est l'homme du Togo du nord au sud. Et il n'était pas dans l'exclusion. C'était un rassembleur. Par contre, il y a eu cette partie-là. Sauf que, un autre aspect qui a été difficile, c'est que ce n'était pas une question de Sylvanus Olympio. Mais vu qu'il y a eu ce petit aspect-là à la base, et qu'ensuite, il y a eu des dissensions au sein du culte. Je ne sais pas si on peut dire que c'est le sujet aujourd'hui, mais par exemple, au moment où Sylvanus Olympio devait mourir, il n'était pas plutôt en entente sincère avec certaines personnes du culte, comme Noé Koutsoukouli, par exemple. Ils étaient là entre eux, il y avait des dissensions. Je ne dirais pas que c'est de sa faute, pas du tout. Mais il était animé par une certaine rigueur. D'après ce que moi j'ai appris de ceux-là qui m'ont enseigné, il était animé par une certaine rigueur. Une rigueur qui était mal comprise, ou alors qui était difficilement comprise. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon dictateur pour ne pas surfer sur les mots? De toute façon, permettez-moi de faire une digression là-dessus. Quand on parle de dictateur, c'est avec notre époque que le mot dictateur est devenu quelque chose de péjoratif. À l'époque de la Rome antique, quand on parle de dictateur, c'est quand il y a un désordre au sein d'une contrée donnée qu'on nommait un dictateur, qui avait donc une sorte de concentration de pouvoir pour un temps donné. Ça peut être 4 ans, ça peut être 2 ans, et il faut mettre de l'ordre de manière à ce que tout devienne positif. Alors, si vous voulez qu'on dise que Sylvanus Olympio était un dictateur, alors je dirais que c'est un dictateur positif. Contrairement à ce que nous avons comme ramassis
de va-t-en-guerre et de vauriens que nous traînons aujourd'hui et qui font que notre aspiration pour la liberté et la prospérité est en train d'être retardée. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, grand Et frère. Oui. tu permets, Séni, Oui, juste bien une sûr. intrusion là. C'est pas mon temps de parole, mais je tiens à le faire. Vous savez ce qu'on peut reprocher à Olympio à cette époque-là? C'est d'avoir été plus malin que le colon qui avait son plan. C'est d'avoir été quelqu'un d'assez érudit, à laisser éclore un mouvement appelé CUT, à ne pas le diriger, à le laisser entre les mains d'Agostino de Souza, qui avait toutes les grâces de l'administration coloniale, et puis peu à peu à faire adhérer ses amis à travers tout le Togo à ce mouvement, à gagner les élections 58 et s'imposer. Effectivement, mettez-moi dans le contexte d'Olympio dans cette période après la Deuxième Guerre mondiale, face à cette administration coloniale française. La France n'était pas un pays colonisateur. La France n'avait qu'un mandat de la Société des Nations pour administrer un territoire appelé Togo à l'époque. Vous voyez? Donc, face à toutes ces contingences, sachant que on a en face de nous des frères et sœurs du PTP qui disent « allons lentement ». Vous savez, il y a une phrase, il y a une citation de Olympio que j'aime bien. Quand on lui a proposé disons, qu'on concède l'indépendance de façon graduelle, ben, il a remercié les Français de façon ironique en disant vraiment c'est beaucoup d'honneur pour nous, mais on est désolé, on peut pas prendre ça maintenant. Laissez-nous plutôt la liberté intégrale et laissez-nous faire, laissez-nous commettre des erreurs. Vous voyez? Donc, quand vous faites face à cette administration coloniale, face à laquelle vous avez gagné des élections, et en face d'eux, qui était favorable à d'autres de nos frères et sœurs. Et à côté de cela, vous n'avez pas d'administration publique. Olympio Premier ministre, devenu Olympio président en partie de 60. Et qui doit maintenant mettre en place ce que mon ami et frère Kwasi Gagban connaît bien, ce qu'on appelle la puissance publique. À l'époque, il n'y a pas d'armée et tout ça. Il faut mettre en place la police pour maintenir l'ordre, remplacer l'administration coloniale. Je vous dis, on est en 2026. Mettez-moi dans le même contexte qu'Olympio. Je serais un homme d'État très dur. Ouais. Pour mettre de On peut l'ordre. dire comme Patrice Talon aujourd'hui ou c'est pas trop la même chose? Voilà une comparaison. C'est pour ça que j'ai pas trop osé, mais bon, est-ce qu'on pourrait dire ça? Vu J'aime tout bien que Patrice. Patrice Talon J'aime bien Patrice Talon, c'est un ami, on se connaît bien, mais permet que je ne réagisse pas à cette question. Très bien, merci. Je le prends. Ok. Donc, vous avez fini? C'est beau? Intrusion, mais je sais que mon grand frère Olivier n'a pas encore réagi depuis un moment. D'accord, merci beaucoup. Grand frère Olivier, oui. Oui, merci Dani. Le président Olympio était très rigoureux, très très rigoureux, parce qu'il se battait contre la corruption et il était rassembleur. Son objectif, c'est d'amener le Togo à être entièrement indépendant, frapper une monnaie et avoir une indépendance totale. Voilà, donc quand on est comme ça, naturellement, ça suscite, je dirais, des ennemis. Ceux qui veulent le gain facile, ceux qui veulent aller d'une manière, vivre d'une manière richement. Voilà, cela fait que les ennemis apparaissent. Et c'est à cause de ça seulement on l'a traité de dictateur. Voilà, il n'aimait pas certains trucs. Et c'était normal. Voilà un Togo qui a commencé, qui est né, qui a commencé par évoluer. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas admettre. Donc il était dans cette rigueur-là. Et voilà. Donc c'est un homme providentiel, c'est un homme qui avait une vision, c'est quelqu'un qui était ordonné, très très lucide. Voilà, donc ça a suscité certains mots comme dictateur, tout ça là, mais en fait, au fond, c'était une dictature positive, comme l'a dit Kwasiga. Ouais. Voilà, je m'arrête là.
Merci beaucoup. En attendant qu'on passe à la question suivante, moi, j'aimerais juste savoir, quels étaient les foyers de résistance dans le Nord? Si vous pouvez en citer quelques-uns. Je vais commencer par... Oui, allez-y. Ouais, mon canton était un foyer de résistance, hein. Voilà, donc. Oui. Mis à part cela. Ouais, l'arrestation de Mokpe à l'époque a suscité une révolte. Un 21 juin 1957, jour de marché de Piarodo. Et là, cette révolte a occasionné combien? 21 morts. Et c'était des flèches, des lances contre les armes à feu. Voilà. Donc, autre foyer de résistance, on peut même citer Mango. Hein. Mango, les Tchokossi ne se laissaient pas faire. Bon, mais dans certaines... Est-ce qu'il luttait? Par exemple, Mokpe, oui, on le sait. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres qui ne le savent pas. On sait que Mokpe, c'est quelqu'un qui fonctionnait pour unité. C'était clair. Oui. C'était clair. Mais est-ce que tous les autres, ils luttaient pour unité, pour Olympio? Ouais, bon, vous savez, c'est dans les années 56, avec le PTP, la colonisation, qu'il y avait un peu de scission de certains qui se sont désolidarisés. Voilà, donc sinon, la quasi-totalité des hommes engagés, des gens engagés en ce moment, luttaient pour l'unité. La preuve, ils ont eu jusqu'à 8 députés dans le Nord. Ok. Voilà. Merci beaucoup, commandant. S'il vous plaît, Seni, je me suis introduit dans le débat. Si vous voulez, je peux vous parler un peu de foyer de résistance à Bassar. D'accord, un instant. Je vais faire le tour et je vous reviens. Merci. Ça va, ok. D'accord. Je vais avec Maître Agba, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, Esseni. Je crois avoir entendu une voix qui pourrait me ressembler à celle de Salomon, je crois. Si c'est Salomon... Oui, c'est Salomon. Oui. Bien sûr, merci beaucoup, Salomon, parce que je lui laisserai le soin de parler du foyer de résistance dans les environs de Bassar et Kabou, parce que il a même un article là-dessus qu'il a rédigé de ses mains. Et je pense qu'il sera à même de le dire ou de l'expliquer mieux que moi. Il va aussi parler du grand-père de Farida Nabourema, qui était aussi un grand résistant, et aussi de Monsieur Benkani, dont je venais de parler. Et à part cela, le commandant Olivier Ama a soulevé le cas de Mokpe et autres. Et là, on parle de Piaodo, le vendredi, jour de marché, quand il y a eu cette grabuge, en fait. Et là, je resitue ça dans le contexte. Il y avait une mission de l'ONU, dirigée par un Libérien du nom de King, qui était venu avec 6 autres personnes. Il fallait venir voir, est-ce que le Togo était prêt à passer à l'indépendance? Quelles étaient les aspirations des Togolais? Est-ce l'autonomie? Est-ce l'indépendance? Et la mission séjournait depuis mai 57. Et c'est là, quand elle est allée vers le nord, en fait, qu'il y a eu ce problème-là, parce que Mokpe avait été arrêté. Et là, il y a eu des gens qui s'étaient soulevés parce qu'il fallait le libérer. Et de là, il y a eu grabuge et il y a eu une vingtaine de morts. Et je disais tout à l'heure tantôt que, à la veille, à Mango, il y avait eu déjà un mort. C'est vous dire que partout, il y avait des problèmes, il y avait des foyers de résistance et de tension. Et le père de Silver Louki, Zachary Louki dont je parlais, il était de Pagouda. Donc c'est vous dire que lui, il était député, dès 47 déjà, il était député, ce monsieur, du CUT, je le précise. Et il a été affecté vers Sokodé en tant que conducteur des travaux publics. Je pense bien que ça devait peut-être même être une affectation punitive. Peut-être. Alors, je vais creuser là-dessus. C'est juste un soupçon, en tout cas. Et c'est vous dire qu'il y avait des foyers de résistance. Et quand on arrive, quand je vous parlais du blanc qui avait finalement gagné après tout en 58, à Bafilo, à Sokodé, de telle manière même qu'on se moquait de Maman Fousseni, par exemple, puisque à l'époque, s'il faut citer un peu en thème, il y a une chanson qui disait « Biazé, Tounkeranye, Biazé ». Cela voudra dire « Les enfants, écartez-vous, l'éléphant arrive ». C'était son symbole. Sauf que l'éléphant est arrivé avec un pied cassé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dire à quel point c'est allé très, très loin. Il y a eu des religieux, des chefs religieux, imams et consorts qui ont été démis de leurs fonctions.
d'imamats. Donc, si ce n'était pas des foyers de résistance, on n'aurait pas assisté à de tels événements. Donc, c'est dire que le culte était présent partout. Tout à l'heure, vous avez posé une question avec subtilité. Est-ce que c'était Sylvanus Olympio qui était populaire ou alors est-ce que c'était le culte? Je dirais tout simplement que c'est simple. Sylvanus Olympio était l'incarnation du culte en personne. Ok. Alors, quand on aime le culte, c'est qu'on aime Sylvanus Olympio. Et quand on adule Sylvanus Olympio, c'est qu'on est pour le culte. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, Maître Agba. Grand frère Dani Aïda. Oui, après Kaka. Et là, sur ce sujet-là, je peux avouer que Arnaud me bat. Arnaud, je vais être franc avec toi. Sachant que cette question va revenir, quand Tabron m'a appelé cet après-midi, et je me suis préparé, Arnaud, là, je t'assure, et puis j'ai appelé un ami historien à Lomé, en disant, voilà, il y a des jeunes frères et sœurs qui veulent qu'on leur parle de la résistance et puis de la lutte contre le colon et pour l'indépendance au nord du Togo. Et quels étaient les faits, les localités clés qui ont marqué. Donc là, franchement, ce que je vous dis là ne vient pas de moi parce que je suis pas expert en cette matière-là. Je ne vais pas vous donner le nom de ce frère qui m'a envoyé ces informations. Il va parler de Tchamba, par exemple. Il a dit qu'à Tchamba, était le théâtre de plusieurs actions de désobéissance civile. Déjà à partir de 45 jusqu'en 50, et qu'il y avait des leaders locaux qui ont mobilisé la population pour organiser des grèves, des sittings et autres en faveur de l'indépendance. Il y avait des chefs traditionnels, des leaders traditionnels et des jeunes militants qui ont influencé. Et ceux-là étaient déjà engagés dans les mouvements à l'époque au niveau panafricain, des mouvements panafricanistes qui avaient des idées comme les idées de Modibo Keïta, déjà les Tchikanta Diop qui alimentaient le panafricanisme et autres. À part Tchamba, il y a Dapaon, par exemple. Dapaon a été un point de ralliement pour des mouvements nationalistes. Est-ce que cela est dû au fait que la mère de Sylvanus venait de là-bas? C'est à creuser. Donc, il y a des réunions secrètes, selon mon ami historien qui m'a envoyé ces informations de Lomé, et qui ont souvent lieu dans cette localité et qui sont planifiées, qui ont planifié des actions contre l'occupation coloniale. Vous voyez? Donc, des acteurs clés à l'époque. Donc, à part le culte de Sylvanus Olympio et Juvanto, qui était la tendance jeune de cette coalition, il y a d'autres acteurs clés, y compris à l'intérieur du PTP, qui voulaient l'indépendance et qui sabotaient, qui ne respectaient pas. Il y en a qui ne payaient pas leurs impôts à l'époque. Quand le colon vient pour collecter l'impôt, on donne le mot d'ordre. Allez, on se cache dans la forêt jusqu'à ce que le collecteur ne parte. Et tout ça, là, c'est des actions de désobéissance civile qui ont marqué. Socoré. Je suis surpris que mon frère Arnaud n'ait pas parlé de Socoré. Il y a eu des manifestations à Socoré à partir de 1956 où la population a exprimé son mécontentement face à la politique d'assimilation culturelle, par exemple. Et ça, c'est un aspect. Il y a de jeunes historiens togolais qui ont écrit. Il y a même un ouvrage qui a été publié en 2010 sur ça, et qui a même fait cas d'un mouvement de libération nationale qui organisait des rencontres secrètes à Socoré. Il y a même des mouvements secrets. Vous voyez, nos cultures, il y a une dimension culturelle de la lutte pour l'indépendance, de la lutte contre le colon, que parfois on a oblitéré. On doit creuser ces aspects-là, parce que les divisions multiples, le colon nous a divisés. Et Olympio qui n'a eu que 3 ans avec sa administration et à qui on n'a pas donné le temps. J'extrapole, Seni. Imagine qu'on ait laissé 5 ans, 10 ans à Olympio. Je suis sûr qu'il se serait réconcilié avec les frères et sœurs du PTP. Je suis sûr qu'il aurait créé un socle nationaliste plus grand pour dire, voilà, la vision que nous avons de ce petit territoire, nous ne sommes pas capables de récupérer cette partie-là que les anglophones nous ont prise, mais nous sommes capables d'édifier une nation moderne. Voilà, je sais que mon autre frère va parler le pays kabyère. Il y a le professeur Gaïbor, et je vous invite à le lire, qui a publié beaucoup sur ces aspects-là, à Bassar, Binaparba, Bichabé, il y a pas mal de choses qui sont déroulées dans ces parties-là, et qu'on nous a dit déjà à l'école, mais pas avec assez de précision, mais il y a des ouvrages, y compris récents, qui nous rappellent que nos devanciers, en ce temps-là, avec le peu de moyens qu'ils avaient, étaient déjà engagés et étaient fiers de le faire. Merci, Esseni.
Merci beaucoup, grand frère Daniaïda. Samedi. Oui, bonsoir Esseni, merci Allez, je vous donne beaucoup. 3 minutes, hein. Pas plus Oui. vite. Ok, Merci beaucoup pour le travail que vous faites et puis merci à tous les invités. Moi, je vais aller tout droit. Je vais juste lire un extrait de l'article dont parlait mon frère Maître Abba. Allez-y. Alors, je commence. La lutte exemplaire du peuple Bassa pour l'indépendance du Togo. Les colons français, à la suite de leurs voisins allemands, pensaient avoir brisé l'esprit indomptable des Africains et particulièrement du peuple Bassa. Ils ont eu la désagréable surprise de constater que les filles et filles de la région n'avaient rien perdu de leur esprit rétif. Très tôt, les indépendantistes trouveront un écho favorable auprès de la majorité du peuple. Très organisé autour de certaines grandes figures, le peuple Bassa sera à la pointe de la lutte. Malgré tous les moyens de répression, le harcèlement et 1000 tentatives pour diviser le peuple, le colon n'a pas réussi à entamer la détermination des Bassars. Nos pères, malgré leurs maigres ressources issues des activités agricoles, cotisaient avec discipline pour soutenir la lutte. Les fonds alors rassemblés étaient régulièrement convoyés à Lomé auprès de l'un des grands leaders indépendantistes, le célèbre Pas de Souza. Alerté, le gouverneur de la région interdit le courrier. Pour contourner cette interdiction, nos parents ont choisi un patriote, le nommé Kissa Ougan, qui, à pied, convoyait sans cesse les fonds de la lutte jusqu'à Mango, où un correspondant, en la personne du valeureux Bassa appelé Ali Tchonchoko, s'en chargeait. Je profite pour corriger ce que mon cher commandant Olivier disait. Ce n'est pas le papa de Farida qui convoyait, bien qu'il était un grand nationaliste. Bon, voilà. Donc, je continue. Il était désigné pour faire parvenir la contribution au destinataire Pas de Souza à Lomé. Cette bravade et ce désintéressement de jadis doivent interpeller aujourd'hui les citoyens togolais engagés dans la lutte de libération, mais qui encore rechignent à s'acquitter des cotisations demandées. Dans tous les quartiers et cantons de la région, des patriotes déterminés et convaincus se sont joints au mouvement et y ont pris une part active. Et si on peut citer à Ouadande, je vous rappelle que Ouadande, c'est l'un des fiefs même du nationalisme, des nationalistes à l'époque, à Bassa. Voilà, c'est là où je suis, par exemple, pour ceux qui connaissent le frère Napochin, il est de Ouadande. Si vous connaissez le professeur Labanté, qui est aussi un historien, enseignant à l'université, voilà, c'est leur quartier. Bon, et le fameux Binkani dont parlait Maître Agba. D'ailleurs, c'est les Binkani qui sont les chefs de ce quartier. À Ouadande, nous avons Tchedre Binkani. Voilà, c'est de lui qu'on parlait, c'est le papa de celui qu'on parlait. Nadjombe Bouraïma. À Nangbani, ça c'est les quartiers de Bassa, Songhai, Akuma, Faré Ankui. À Binaparba, vous avez Nyandi Koku, qui sera plus tard battu à mort en 66. Nakpan Banoukou, à Bikotibe, vous avez Mama Kassenya, ça c'est une femme ça, vous voyez. À Kmankissi, vous avez l'Amazone, voilà, c'est une femme. Une femme intrépide nommée Tien Amina. À Kodjodumpu, à Bichabe, Monsieur Koupokpa Djaye, Wadja Pachin. Bon, je peux en citer. À Kabou, donc vous avez les Nabourema. Vous avez, par exemple, le papa, il y a un gars qui s'appelait, le papa notre fameux général, comment il s'appelle encore, celui qui avait remis le pouvoir à Yadema là. Comment il s'appelle? Nanja, le papa de Nanja, c'était un grand nationaliste. D'ailleurs, ce monsieur est resté, par exemple, un militant de l'ANC jusqu'à sa mort. Ça peut étonner beaucoup de Togolais. Mais c'est très étonnant. Bon, voilà. Donc, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant à Bassa, c'est qu'il n'y avait pas que les Bassa. Il y avait d'autres peuples qui vivaient à Bassa et ils ont fait la lutte ensemble. Et je vais vous donner un peu quelques exemples. Et la liste sera longue pour citer tous ces valeureux fils et filles du milieu qui, avec bravoure, ont donné certains jusqu'au prix de leur vie pour la patrie. Ces moments de lutte de l'indépendance constituent une période exaltante qui mérite une attention dévote. C'est un legs pour les générations futures. En effet, Bassa fut la région où l'identité de la nation togolaise prit forme.
Les Bassa n'étaient pas seuls. Il y avait une union sacrée des patriotes de plusieurs autres régions du Togo vivant à Bassa. En l'occurrence, une forte communauté des gens dits du Sud, pour la plupart des commerçants fonctionnaires. Un brassage d'hommes et de femmes venus d'horizons divers et bénéficiant de largesse de la population indigène reconfigure tout Bassa, rattaché par le destin au moment de la lutte, unis dans la même foi, celle de libérer leur pays. Ces vaillants Togolais se sont battus pour la patrie. Rappelons que le docteur Trenou, s'il y a beaucoup qui ont entendu ce nom, Monsieur Josué Kokou Mablé. Mablé, je vous rappelle que c'est le grand-père de Kodjo que vous connaissez. Voilà. Et Monsieur Trenou a été élu pour la première fois avec la liste. Et sera plus tard même, je pense, qu'est-ce qu'il fut? Il fut à la première, il fut élu à la première assemblée territoriale de 46 à 51. Et Qu'est-ce qui ferme le micro de notre grand frère? voilà. Et il servira même, plus tard, il siégera comme secrétaire général dans le bureau de cette assemblée présidée à l'époque par Feu Sylvanus Olympio. Vous voyez? Donc, il y avait le vieux Carbou, originaire de Bafilo. Peut-être que Maître Agba doit avoir entendu parler de lui. Vous voyez? Il était aussi à Bassa, et c'était les grands cadres. Il était même le trésorier, voilà, du culte. Voilà. Donc, je ne vais pas continuer, la liste est trop longue, mais c'est juste pour vous montrer que c'est toutes les populations du Togo qui ont pris part à ce combat. Donc, c'est vraiment une escroquerie, une supercherie que certains veuillent s'approprier ce combat qui a été mené par tous les Togolais. C'était pas seulement les gens du Sud, c'était pas les gens seulement de l'Est, ni de l'Ouest, c'était tout le Togo. Et je pense que nous devons reprendre cet esprit si nous voulons libérer. Aujourd'hui, nous n'avons plus les colons, mais nous avons le valet des colons qui est fort. Et nous faisons face. Il faut se retrouver cet esprit où tous les Togolais, quel que soit, indifféremment de leur ethnie, de leurs origines, s'assemblaient pour libérer. C'était l'amour. L'amour pour le pays, c'était le patriotisme. Donc ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle, moi je vais seulement dire que comment on dit ça, et en parlant du nationalisme de l'époque, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus parler peut-être du nationalisme, c'est le patriotisme. Parlons simplement du patriotisme. C'est ces valeurs, c'est de ça que nos parents, c'est ce qu'ils avaient pris à corps pour mener la lutte de l'indépendance et pour réussir. Donc aujourd'hui, on a besoin de cet exemple du patriotisme qui était né. Et je rappelle qu'il y avait des anonymes qui ont mené ce combat, qui n'étaient pas forcément dans le culte, mais qui avaient épousé cette idée. Vous voyez, donc c'est tous les Togolais. Je vous remercie, vous pouvez me descendre. Merci beaucoup pour cette émission. Très, très édifiant. Merci infiniment. On a beaucoup appris. Bientôt, il y a ces musiques qui décarent. Vous allez remarquer, mais le live est bloqué à 500, ça stagne, quoi. Bon, donc vous savez que ils aiment pas des lives comme ça. Parce que des lives comme ça pour éclairer, pour faire comprendre aux jeunes que, en fait, ce qu'on vous a fait croire là, c'est pas ça qui est vrai. Des lives comme ça qui permettront aux jeunes de changer d'avis par rapport à leur position politique actuelle, ça plaît pas. Donc, Ami des Koukoubé Mia, tapoté, vous avez vu, ça stagne, entre 500, 540, donc, Ami des Koukoubé Mia, tapoté. On fait une petite pause, et puis, on souffle, parce que ici, il faut toujours de la musique. Toujours. Let's go. Chef Canton, t'es là? Je te vois. I see you, chef Canton. Oh, il y a mon Bluetooth. Tapotez, en attendant, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Le grand frère, la me fique, yo, va, ya, oh. Ah, grand frère, Omi, Wena, millénaire. Au fait, ici, on aime détendre l'atmosphère. On aime détendre l'atmosphère. On aime faire du sérieux, Donc, faire un mixage entre les deux. Et je pense que c'est toujours mieux. Donc, excusez-nous. Voilà. Mihuena Milenialo. Voilà. Madame Esseni, oui. Vraiment, tu as raison de nous détendre un peu parce que la chanson là,
nous rappelle beaucoup de choses. Tu sais, moi, je me rappelle de mon école primaire à l'école Atipa. Donc, quand on allait à l'école, vous savez, il y avait qu'une seule radio à Lomé en ce moment. Donc, ces chansons de Bella Bello passaient en boucle. Donc, ça me rappelle beaucoup de choses, quoi. Voilà, tu m'as ramené beaucoup en arrière, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et non, chef canton de président, est-ce que tu as une question, chef canton, avant qu'on aborde la deuxième partie? Ça va aller plutôt vite, la deuxième partie, parce que je pense qu'en première partie, il y a beaucoup de questions qui se trouvent en deuxième partie qui ont été déjà répondues. Donc, ça va aller vite. Alors, chef canton. Non, il n'y a pas de questions. D'accord. T'es bien silencieux aujourd'hui. Merci, merci d'être là pour nous, chef canton. Vive le président des Landes. Voilà. Donc, comme je le disais, la question, est-ce que les martyrs de Pierre étaient des Ablodévi? Moi, je dirais non, si j'ai bien compris vos réponses. Parce que le terme Ablodévi ne voulait rien dire dans le Nord. Certes, voilà, c'était des gens qui avaient les mêmes aspirations que les Ablodévi, si on peut le dire. Ils aspiraient à la même chose, mais on ne peut pas dire que c'était des Ablodévi. Voilà. C'était des gens qui résistaient, qui voulaient les mêmes choses, mais Ablodévi, non. Voilà. Je pense que c'est bien ça, si j'ai bien compris tout ce qu'on a dit. Niato, c'est bien ça dans les commentaires? Et Seni, je pense qu'il faut rectifier un peu, parce qu'à mon D'accord. sens, il s'agit d'une question de terminologie. Parce que quand on est dans le sud, en fait, il faut dire ablodé. Il faut vraiment ablo. Il faut essayer d'interpréter cela. Si cela voudra dire qu'on est indépendantiste, c'est juste une question de terminologie. Au sud, il y a une dénomination. Au nord, on peut dire que ce sont des ablodévis, mais seulement avec leur dénomination à eux. Ceci dit, c'est une question de convergence. Tout le monde aspire à l'indépendance. Donc, à mon sens, le problème n'est pas à ce niveau. Par exemple, quand on a le quartier Ablogame, vous voyez, avec les Ogomebou, le roi Ogomebou à l'époque, en fait, c'est des Ogomebou, en fait, ils étaient des indépendantistes côté culte, vous voyez. Donc, c'est dire que c'est une question de terminologie. Quand on va vers le nord, il y aura une autre dénomination, mais on reste toujours dans la même logique, celle de libérer le pays. Oui. Maintenant, si on va plus loin dans le raisonnement ou dans l'analyse, on va voir ceux-là qui veulent l'immédiateté et ceux-là qui veulent plutôt quelque chose de différé et de canalisé. Donc, c'est là qu'on verra que il y a des différences ou alors des variantes. Sinon, à mon sens, on ne peut pas ipso facto estimer que Ablodé n'était pas connu du Nord. Ablodé était connu du Nord, mais d'une autre manière, avec des terminologies, sachant qu'au Togo, c'est 42 ethnies en moyenne, donc forcément, on ne peut pas avoir affaire à la même dénomination pour la même chose. Voilà ce que j'ai apporté. Voilà. Comme, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Agba. Grand frère Dani Aïda, Sonia de Penamia, par rapport à Ekemblon, par rapport à Blodevio, Benyali Noramo. Ah, ça, c'est pas bon du tout. Aïe, 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 aïe. Ok, Enyo, commandant, bien Sonia de Penamia. Donc, est-ce qu'on peut dire que les martyrs de Pierre étaient des Ablodévi? Moi, je dirais que, vous savez, en ce moment précis, le mot abloré, c'est éveillé ou minant. Voilà. Et dans le Nord, en ce moment, les gens ne comprenaient pas minant. Donc, comme l'a dit le maître Agba, abloré chez nous, ça s'appelle Hezoto, c'est-à-dire la liberté. Ok. Voilà. Donc, dans notre région, dans la région de la Kosa, c'est comme ça qu'on appelait l'indépendance. Le mot Hezoto. D'accord. C'est à partir de, c'est la liberté. Personne ne peut nous déranger. Nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Voilà. Mais bon, ça c'est dans le nord, hein. Maintenant, dans le sud, à Bloré, voilà. Mais certaines personnes qui étaient trop ancrées dans le système culte connaissaient ce mot. Et bon, ça venait de temps en temps. Mais ce n'était pas un mot qui était un mot régulier, usuel, vulgarisé à tous les niveaux. Ok. Voilà. Et puis bon, en ce moment aussi, on n'avait pas expliqué, on n'avait pas vulgarisé
ce mot. Voilà, après le coup d'État, donc tous les gens qui étaient cuites dans la région étaient devenus des cibles jusqu'à l'arrivée de Eyadema au pouvoir. Eyadema qui a vraiment fait éteindre ce mot Abloré dans le septentrion. Et puis Je ne sais pas comment vous arrivez toujours jusqu'à à... 1980. Commandant, je ne sais pas comment vous arrivez toujours à réengager la question qui va suivre dans vos réponses. Vous m'avez fait ça plus de 3 fois déjà. Et quand vous êtes déjà en train de l'aborder, je vous pose déjà la question. Pourquoi la résistance dans le Nord a été autant occultée? Voilà, ça a été occulté pour une simple raison. Parce que celui qui a pris le pouvoir... Pardon. Pardon. Il y a quelqu'un à ça, faut le bloquer. Faut le bloquer, s'il te plaît, Tabron, Noléa. Allez-y, commandant, pardon, excusez-moi. Voilà, celui qui a pris le pouvoir en 1967, déjà en 63, il a passé par tous les moyens pour éteindre tout ce qui était Sylvanus Olympio dans le Nord. Voilà. Je vous dis ici, nous, on a suivi beaucoup de choses dans le Nord en ce moment-là. Je n'y étais pas, mais de temps en temps, à partir des années 74, j'allais dans le Nord. Hein. Donc, il a réussi avec son clan, les gens qui étaient avec lui, ils ont réussi à occulter tout ce qui était lutte pour l'indépendance. Et maintenant, il s'est présenté comme celui-là même qui a mené cette liberté-là dans le Nord. Voilà, donc c'était un combat qu'il menait pour qu'on n'en parle même plus, qu'on oublie cette époque-là, et que c'est son époque qui vaille, quoi. Okay. Donc, ça fait que à travers cette dictature, tout ce qui était lutte pour indépendance, personnages, autorités, les soldats de ce moment-là, surtout un certain Alpha Ossé, paraît-il qu'il était très méchant envers la population. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui s'étaient passées autour de ce combattant de l'indépendance en ce moment, mais on l'a présenté autrement. Donc, parler de cette époque dans le septentrion, sous le feu Eyadema, c'était risqué, c'était vraiment risqué. Voilà, c'est pour cela on a réussi à occulter tout ce qui était indépendance, Sylvanus Olympio et tout ce qui suivait. Voilà. Merci beaucoup. Merci, commandant. Maître Agba, allez-y, s'il vous plaît. Oui, en réalité, c'est que il y a 2 facteurs. D'abord, quand Eyadema et les siens étaient arrivés, d'abord en 63 et ensuite en 67, quand ils sont revenus, soi-disant que c'était un comité de réconciliation nationale et quelque chose comme ça, c'est qu'on donnait déjà l'idée ou l'image que le Togo était divisé. Un peu comme si le Togo était divisé et que le facteur de la division, c'était plutôt les gens qui étaient du culte ou alors Sylvanus Olympio. Et pourtant, il y a des gens du culte qui avaient aidé Eyadema en sourdine. C'est ce qu'on ne dit pas aux gens. Ah oui. Alors, d'un côté, ils avaient un peu raison parce que ils étaient amers à l'égard des gens du PTP dans la mesure où le 13 janvier 63, c'était plutôt Grinusky qui était arrivé. Et donc, il fallait trouver un moyen de combattre tout ce collège-là, sauf que ils sont pris à leur propre piège, un peu. Maintenant, Eyadema donnait une autre image de l'administration de Sylvanus Olympio et des siens. Donc,